Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est le, ouh là là là, je crois qu'au moins le 10e depuis la rentrée. 12e. 12e, merci, 12e exactement. Je vais d'abord me présenter, on va laisser comme ça le temps aux différentes personnes d'arriver. Je m'appelle Anouk, j'ai créé la société Réseau.tech il y a quelques années, il y a 2 ans pour être exact. Nous sommes un cabinet de recrutement et une agence de freelancing spécialisée dans les systèmes embarqués et la cybersécurité. On va parler aujourd'hui, non pas spécifiquement de nous ni de tout ça, on va parler aujourd'hui de comment quitter un CDI pour s'installer freelance par rapport à l'expérience que nous avons. Pour information, je faisais la même activité, entre guillemets, d'agent de freelance depuis 2017. Avant ça, j'étais en société de service et j'étais dans un grand groupe. Donc, j'ai la vision un petit peu de tout le marché et je vais vous partager tout ça. On fait des webinaires régulièrement. On a ouvert une page YouTube où on met les replays de tous les webinaires. Celui d'aujourd'hui, bah, il arrivera dans l'après-midi, le temps de le monter un petit peu. Et donc, vous pouvez déjà aller voir les autres sujets. Vous en avez des spécifiques autour des statuts quand vous créez votre société. Vous en avez un autour du portage salarial. Vous en avez celui il y a 2 semaines autour du TJM, etc. Et on a prévu d'en faire d'autres encore en janvier. Il y en a un très intéressant le 16 décembre où je fais venir en vidéoconférence différents freelances sur différents secteurs, de l'aéronautique, du web, avec plusieurs niveaux d'expérience et qui ont des statuts différents. Il y en a qui seront en portage, il y en aura qui seront auto-entrepreneurs, d'autres qui auront créé leur société. Et on va leur poser les questions, les mêmes questions que celles que l'on traite durant les webinaires. Comment, est-ce que tu étais en CDI avant de t'installer freelance et comment tu as fait? Quel est ton TJM? Comment tu l'as fixé, etc. Voilà, mais on va rentrer dans le dur du sujet d'aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va voir. On va voir toutes les façons déjà de quitter un CDI pour s'installer freelance, la démission, la rupture conventionnelle, le licenciement, tout le monde y pense. Mais vous verrez qu'il y a d'autres façons auxquelles tout le monde ne pense pas. On va les aborder aussi. Et ensuite, on va parler tout au long de quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes façons et surtout comment arriver à gérer toute la partie installation, création de la société avec cette période de départ de votre CDI. Voilà. Et aussi la période jusqu'au démarrage de la première mission. C'est souvent ça qui fait un petit peu peur et on ne sait pas où aller. On est bon? Est-ce que tout le monde a Ouais, commencé à arriver, Ami? ouais, on a 5 Ouais? personnes. Allez, c'est parti. On attaque la première slide. Donc, la première façon de quitter un CDI pour s'installer freelance. Évidemment, la démission. Vous vous dites, ça y est, j'ai décidé, je démissionne. L'avantage de la démission, c'est évident, c'est parce que c'est vous qui choisissez. Vous êtes libre de démissionner, vous n'avez aucune négociation à faire avec qui que ce soit. Le process, il est extrêmement simple. C'est une lettre remise en main propre ou en recommandé, où vous dites que vous souhaitez démissionner. Vous pouvez demander dans cette lettre de démission, bien évidemment, de réduire votre préavis, selon si ça vous arrange ou pas. Imaginons vous démissionnez pour vous installer freelance, voilà, l'idée est prête, elle a germé dans votre tête, vous lancez, mais vous n'avez pas encore de mission. Il va plutôt falloir ne pas négocier la réduction du préavis et bien faire vos 3 mois. Si par contre vous avez, et c'est ça des fois qui est dur à gérer, un client déjà potentiel qui vous met la pression pour partir vite, évidemment, en démission, ce n'est pas vous qui avez la main. Ce n'est pas vous qui allez pouvoir décider de votre date de départ. Même si vous êtes en prestation dans une société de service, par exemple, vous démissionnez, vous savez que votre mission se termine dans un mois. Vous vous dites, bah, si je démissionne, ma mission se termine dans un mois, la société de service m'oublierait dans un mois. Eh bien, pas forcément. Pas forcément, ça dépend de leur politique, ça dépend de ce qu'ils décident, ça dépend du manager, ça dépend s'ils n'ont pas un petit sujet qui peut couvrir les 2 mois qu'ils veulent vous donner. Ou alors, ça peut dépendre aussi, à un moment donné, la société de service refusée, point, tout simplement. Elle préférait payer des gens à rien faire plutôt que de les laisser partir plus tôt parce que ça encourageait les gens à partir. Voilà. Là, par contre, donc, vous êtes aux commandes. Ces 3 mois de préavis, mais aussi la réflexion avant, va vous permettre réellement de construire votre projet et de l'affiner. Évidemment, quand vous avez démissionné, vous avez pris tous les renseignements, vous avez assisté à tous les webinaires de Réseau.tech. Vous avez discuté, vous avez dialogué avec des freelances, vous avez réfléchi à quel était le meilleur statut pour vous. Est-ce que vous partiez en portage salarial, vous ne vouliez pas gérer l'administratif, vous vouliez créer votre société pour pouvoir capitaliser dessus, vous vouliez vous lancer en micro-entreprise. Vous les avez, vous avez le temps de peaufiner le projet. La difficulté, bien évidemment, si le préavis n'est pas réduit, c'est de trouver une mission qui va attendre la fin de votre préavis. Alors, oui, c'est extrêmement difficile. Mais premièrement, des missions comme ça qui peuvent attendre, oui, ça existe. Je prends 2 exemples concrets. Je connais un freelance qui est allé sur Malte pour travailler pour le secteur des assurances. Le secteur des assurances, dans un coin perdu de la France, avait besoin de ces compétences qui sont rares, qui sont niches, qu'ils sont prêts à attendre. Petit 1. Ça, c'est possible.
Mais il faut, comme vous l'avez entendu, rare, niche, que votre statut soit très demandé. Si vous êtes développeur web, par exemple, sur des technos à la mode et qui sont assez présents dans votre bassin, en plus pour les développeurs web, il y a quand même beaucoup de missions en freelance partiel ou total. On va être sincère, il y a tellement de demandes aujourd'hui que ce sera assez facile. Si vous avez de l'expérience, que vous êtes bon dans votre secteur. Donc là, vous pouvez même vous dire, je démissionne, j'ai 3 mois, il faut que je trouve une mission pour le démarrage. Mais la dernière chose que j'ai à dire, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Il avait trouvé une mission qui pouvait l'attendre 3 mois auprès d'un très grand groupe industriel français. Le contrat était signé, aucun souci, tout était prêt. Eh ben, à la dernière minute, il avait démissionné, il termine, il devait démarrer une semaine après, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau, un problème budgétaire, un gel complet de différents budgets de prestations, décidé à très haut niveau, qui coupe tout et qui bloque tout. Le gars, il se retrouve le bec dans l'eau, avec plus rien. Donc, ça peut bien évidemment arriver. Donc, votre travail, de toute façon, du moment que vous êtes freelance, vous allez être indépendant, ça va être de gérer les risques. Donc, ne vous lancez pas et ne démissionnez pas si vous n'avez quand même pas les moyens de vivre 1 ou 2 mois avec sur vos propres fonds. Ayez un fonds de secours, évaluez bien quelles sont vos dépenses régulières. Ça vaut pour tous les statuts. Ça vaut de toute façon, à partir du moment où vous lancez freelance, vous allez avoir des périodes d'intermission. Donc, vous allez avoir besoin de tenir pendant ces périodes d'intermission. Encore une fois, vous savez vraiment dans un secteur très niche, mais vous n'êtes jamais à l'abri qu'une mission c'est courte. Un autre exemple, j'ai un freelance dans une société. La société a été hackée cet été. Eh ben, c'est un cas de force majeure. Sa mission s'est terminée immédiatement. Il n'avait pas le choix. Donc là, s'il n'a pas les moyens de rebondir, de pouvoir assurer ses frais réguliers, donc évaluez vos frais réguliers classiques, EDF, électricité, votre location, votre crédit de maison. Faites un budget là-dessus, multipliez ça par 2 ou 3 et faites-vous un filet de sécurité. Voilà. Évidemment, vous allez faire jouer votre réseau. Ça, c'est le sujet du webinaire de la semaine prochaine. Comment communiquer sur votre offre de service? Ben, on aurait pu aussi appeler ça le réseau et le réseau, et le réseau de mes amis et mon réseau. On va parler de tout ça la semaine prochaine. C'est un autre sujet. Donc, la démission. Facile, simple, vous avez la main. Le deuxième, Rémi, que tout le monde connaît bien. Ah, c'est pas dans le même ordre que je pensais. Le licenciement. On peut passer sur la troisième, du coup, la rupture conventionnelle. Voilà, je préfère que ce soit dans cet ordre-là. La rupture conventionnelle qui est un peu l'entre-deux. La rupture conventionnelle, l'employeur et le salarié doivent dialoguer et être d'accord pour mettre fin au contrat. Ça veut dire que si vous voulez partir, vous pouvez demander une rupture conventionnelle. Votre employeur est complètement libre de refuser. L'avantage de la rupture conventionnelle, c'est bien évidemment que la durée est beaucoup plus courte que le préavis du CDI. Par contre, elle est incompressible. Normalement, c'est 6 semaines. Ça peut être réduit à 4 semaines par une petite pirouette administrative que toutes les entreprises ne vont pas forcément vouloir faire. Donc, dites-vous bien que notre rupture conventionnelle, c'est 6 semaines. 6 semaines, ça fait quand même 1 mois et demi. Donc, ce n'est pas immédiat. Si vous vous êtes dit, tiens, je vais m'installer freelance, tout d'un coup, on vous contacte, tiens, il y a une mission qui peut démarrer, par contre, il faut démarrer la semaine prochaine, vous ne pouvez pas partir avec une rupture conventionnelle de votre CDI. Ce n'est pas possible. Même si votre employeur est d'accord, c'est techniquement impossible. Dans la rupture conventionnelle, il y a des délais légaux, comme dans un licenciement, il y a des délais légaux incompressibles qui sont imposés par l'inspection du travail. Votre employeur ne peut pas y déroger. Donc, la rupture conventionnelle, c'est 6 semaines. Si votre employeur est très ouvert, faut peut-être plutôt, vous avez déjà la mission, il faut peut-être plutôt passer par la case de tout à l'heure, la démission, avec l'accord de votre employeur et vous partez. Par contre, vous n'avez pas le fameux filet de Pôle emploi. Quand on fait la rupture conventionnelle, on peut s'inscrire à Pôle emploi et on peut toucher, selon ce qu'on a travaillé, selon ce à quoi on a droit, on peut toucher des allocations. On peut aussi demander l'ARS, l'ARS qui vous permet de bénéficier de 45% des allocations que vous devriez recevoir dans la globalité. 45%, donc un peu moins de la moitié, vous les recevez d'un coup. Voilà. Si vous avez créé une auto-entreprise ou une société. Donc, le rupture conventionnelle vous ouvre droit à tout ça. Mais si vous êtes sur un marché niche, votre rupture, j'ai vu des gens qui, des fois, se prenaient la tête avec ça. Avec, ah, mais mon employeur ne veut pas la rupture conventionnelle, je suis en train quand même de dialoguer, de travailler. OK, mais ce gars était dans un milieu niche. Il était sur une techno extrêmement demandée. Il était dans l'infraréseau, dans de l'automation, dans la cybersécurité, dans du dev web sur du cloud, etc. Extrêmement demandé.
il voulait aller à tout prix chercher ce filet de sécurité. Mais ce gars-là, il allait être en mission tout le temps. Ce gars-là allait être en mission à partir de la minute où il allait être disponible et il allait trouver des missions comme qui rigole. À quoi ça lui servait d'aller chercher ça? D'accord d'avoir plus d'argent. Mais au final, à la fin de l'année, je l'ai revu, ce gars-là. Il avait un gros problème qui était les impôts. Hein, les impôts, 30% de ce que sa société avait gagné allait aux impôts. Et d'ailleurs, lui s'est retrouvé imposé à 40% sur ce qu'il avait gagné à titre personnel. Donc, il s'est retrouvé avec la double peine. À quoi ça servait réellement de se prendre la tête autant pour ce résultat-là? À un moment donné, quand le marché est là, il faut se lancer. C'est effectivement une prise de risque. Lancez-vous en évaluant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos 3 mois de frais incompressibles avec ce filet-là. Si évidemment vous avez... moi, je me suis lancée, j'ai créé ma propre société en début 2020. Mais j'avais mon mari, donc j'étais mariée, donc j'avais quelqu'un qui pouvait subvenir aux besoins du foyer si besoin. Si j'avais été une femme seule avec toutes les charges de ma maison et de mes enfants, j'aurais peut-être pas géré les choses de la même façon. J'aurais peut-être géré pour avoir un filet de sécurité financier que je me serais constitué, plus important avant de me lancer. Un petit point spécifique de plus sur la rupture conventionnelle. Je vous ai parlé des 6 semaines incompressibles. C'est la loi, c'est l'inspection du travail. Vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Le deuxième contrainte que vous avez, si vous voulez donc la rupture conventionnelle pour pouvoir bénéficier des allocations, vous ne devez pas créer la société, vous ne devez rien faire avant d'être enregistré à Pôle emploi. Vous pouvez tout préparer avec votre comptable. Donc, j'ai accompagné des freelances à ça. Ils sont allés voir leur comptable qui a absolument tout préparé. Il avait la convention avec le comptable, ils avaient préparé les statuts, ils avaient décidé de tout dans les moindres détails. Tout était prêt, il n'y avait plus qu'à appuyer sur un bouton pour demander l'enregistrement au greffe. Il ne faut surtout pas le faire tant que vous n'êtes pas enregistré à Pôle emploi. L'enregistrement, vous pouvez le faire en ligne, mais tant que Pôle emploi n'a pas tous vos éléments, moi je serai vous, j'attendrai un petit peu. Moi, personnellement, quand j'ai créé ma société, j'ai attendu même plus que ça. Avant même de m'enregistrer, j'ai fait un pré-enregistrement et j'ai demandé un rendez-vous à mon conseiller. Et durant ce rendez-vous, le lendemain de ce rendez-vous, mon conseiller m'a dit, il n'y a pas de souci, je vous mets dans la fameuse liste, hein, non plus la fameuse liste de Pôle emploi, mais dans la liste création d'entreprise. Lui, il était content, il s'était débarrassé de moi. Et moi, ce lendemain, j'ai pu faire le dépôt au greffe. J'étais tranquille. Si vous créez votre société avant d'enregistrer un Pôle emploi, je connais des gens à qui c'est arrivé, c'est fini, c'est zéro, vous n'avez le droit à rien. Point. Euh, du coup, le deuxième sujet qui est en gradation, le licenciement, Rémi, s'il te plaît. Merci. Donc, des fois, vous pouvez discuter d'une rupture conventionnelle avec votre employeur et puis peut-être il peut vous dire, mais attends, on peut aussi te licencier, ça peut être plus simple. Le licenciement, il y a aussi des durées qui sont quand même assez incompressibles. Il y a des façons de licencier aussi qui raccourcissent les durées. Il y a une façon de partir aussi d'une entreprise qui est quand même très connue et beaucoup utilisée, notamment pour ceux qui travaillent dans les sociétés de services. Vous travaillez dans une société de services, tout d'un coup, elle n'a plus de mission pour vous, elle vous propose une mission à l'autre bout de la France, vous la refusez. Sachez en France qu'un refus de mobilité, l'employeur a absolument tous les droits, même sur le premier refus, de vous licencier. C'est un licenciement pour faute. On va pas se mentir, hein, ce n'est pas un licenciement pour refus de mobilité, ça n'existe pas, c'est un licenciement pour faute. Pas pour faute grave, mais pour faute. C'est pas facile, même pour le moral quand même. Le licenciement, le gros point négatif, c'est que c'est quand même pas facile à vivre. C'est que vous allez avoir des entretiens préalables au licenciement, vous allez avoir des courriers recommandés. Ils vont forcément devoir écrire des choses. Alors, si c'est un refus de mobilité, c'est simple. Voilà, est-ce que tu veux aller à Paris? Non, je veux pas. Ok, refus de mobilité, tu vas recevoir un recommandé. C'est le plus soft, mais toutes les autres causes de licenciement sont quand même dures à vivre, sont dures pour le moral. Il va falloir tenir le coup. Va falloir faire les choses proprement d'un point de vue juridique. Et derrière rebondir, certains peuvent être un petit peu voilà, affaiblis par ce combat qu'ils ont eu à faire. Premièrement. Deuxièmement, bah, ça vous marque aussi une image. Si jamais, après cette période de freelancing, vous voulez retourner travailler, on peut vous demander pourquoi vous êtes partie de la société ou autre. Ou si votre aventure freelance, pour X raisons, bah, finalement ne vous convient pas et vous voulez retourner sur du CDI, bah, il va falloir dire que vous avez été licencié. C'est jamais très agréable. Et ce n'est pas forcément bien compris non plus à l'extérieur, à part encore une fois le refus de mobilité qui s'entend bien. L'avantage, par contre, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est le même avantage que pour la rupture conventionnelle, c'est les indemnités de licenciement et les accompagnements et les droits Pôle emploi. La durée de préavis, là, on peut aller jusqu'à 3 mois dans certains cas.
On peut, avec les démarches, les différents entretiens, les lettres recommandées, les délais incompressibles, etc. Dans d'autres cas, ça peut aller beaucoup plus vite. Vous pouvez être mis à pied immédiatement. Par contre, attention, quand vous êtes mis à pied, tant que vous êtes encore dans la société, vous n'avez pas les fameux papiers qui permettent de vous inscrire à Pôle emploi, qui donc vous permettent de créer la société. Donc, attendez bien d'avoir tout ça, aussi bien pour la rupture conventionnelle, le licenciement et la démission. Vous allez avoir une contrainte qui est d'avoir les papiers, la fameuse attestation Pôle emploi pour pouvoir vous inscrire à Pôle emploi. Et comme je vous le disais, il ne faut pas créer la société avant. Donc, il faut que vous ayez ces papiers. Des fois, les entreprises les donnent lentement. Des fois, ils ne les remplissent pas bien aussi. Faites bien attention à ce que ce soit rempli correctement, notamment si vous avez fait une transaction. Une autre façon dont on parle très très peu, qui est souvent sous le manteau, c'est que des gens acceptent de se faire licencier pour faute, pour une faute quelconque, mais en réalité, il y a une transaction financière derrière. De même, vous pouvez faire une rupture conventionnelle, vous allez avoir des indemnités qui sont les indemnités légales, mais vous pouvez aussi avoir des indemnités supralégales, c'est-à-dire que, bon, ça a arrangé aussi votre employeur quelque part, pas de se débarrasser de vous, mais d'avoir une charge en moins, etc. Ou de réorganiser une équipe ou de restructurer un département, et ils vont vous verser des indemnités. Faites bien attention que tout ceci soit bien rempli, parce que les indemnités supralégales que vous touchez vont retarder d'autant votre chômage. On en revient sur la fameuse prévision financière, hein. En fait, on dit comment quitter un CDI pour s'installer freelance, mais au final, on parle beaucoup d'argent dans ce webinaire. Quand vous, licenciement, rupture conventionnelle, quand vous inscrivez pas à Pôle emploi, déjà, vous allez toucher tous les congés que vous n'avez pas pris. Ces congés-là, Pôle emploi, ce n'est pas parce que vous avez touché 20 jours de congé que vous allez avoir votre Pôle emploi décalé de 20 jours. Il ne faut pas rêver. Et non. Pôle emploi va calculer votre fameux tarif journalier, combien vous valez. Ils vont prendre ces 20 jours, cet argent que vous avez touché pour cet équivalent de 20 jours, et ils vont vous les transformer par rapport à ce que eux, ils imaginent que c'est une journée. Et si vous savez bien, Pôle emploi va vous verser moins. Donc les 20 jours ne vont jamais devenir 20 jours. Je connais des gens à qui les 20 jours sont devenus 35 jours de décalage de Pôle emploi. Okay. Ceci étant dit, et ensuite, ils avaient touché des indemnités supralégales. Ils étaient dans le cas d'un plan social. On n'en a pas parlé encore. Mais dans le cas d'un plan social, vous allez être licencié économique. C'est une sous-variante du licenciement qui vous donne des avantages, etc. Par contre, dans ce contexte-là, ils allaient toucher des indemnités, etc. Et ils allaient toucher des indemnités supralégales, puisqu'il y avait un plan global au niveau de la société qui était très importante. Ils n'ont pas touché d'allocation pendant 7 mois. Parce qu'ensuite, Pôle emploi dit, vous avez touché tant, je divise par mois combien vaut une journée. Pour nous, ça vaut tant de jours. Donc, entre le moment où ils ont terminé et le moment où ils allaient toucher Pôle emploi, je me souviens que cette personne-là avait été licenciée le 9 décembre. Il allait toucher son premier Pôle emploi le 7 juillet. Alors, vous me dites, ah là là, il faut tenir. Mais non, parce que normalement, vos indemnités supralégales que vous avez touchées vont vous permettre de tenir. Mais du coup, va falloir quand même le budgéter, va falloir vivre avec ça. Faut le prendre en compte. Voilà, faut le prendre en compte. Et ça va quand même vous obliger à vivre avec un peu moins, puisque Pôle emploi va déjà vous toucher. De toute façon, vous allez toucher moins que quand vous étiez salarié. Et ces indemnités-là, ils vont vous les calculer telles que la période de carence, vous vivrez avec moins que ce que vous avez. Encore une fois, quand on s'installe freelance, prévoyez votre petit package de secours, prévoyez un fonds d'urgence qui vous sera utile. Ou alors quelqu'un qui peut vous aider à titre familial en cas d'urgence, comme moi je parlais par exemple de mon mari. Voilà on a vu du coup la démission, la rupture conventionnelle, le licenciement, le licenciement économique qui est une sous-catégorie. Il y a encore une sous-catégorie du PSE quand on est en plan social. Parfois, pendant les 12 premiers mois, ils vont vous donner des indemnités très élevées. C'est l'entreprise qui les paye et pas Pôle emploi. Et si vous touchez de l'argent, créez une société, vous n'en bénéficiez pas. Donc, réfléchissez bien à tout ça, regardez tout, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse. La réponse, ça sera selon votre situation. De même, des gens qui ont, comment on appelle ça, qui quittent leur société dans un contexte de pré-retraite. Ils peuvent aussi travailler, ils peuvent aussi créer leur société et travailler en tant que freelance pendant cette période de pré-retraite. Par contre, il y a des contraintes. Il faut vraiment qu'ils parlent bien avec et qu'ils regardent bien quelles sont les contraintes pour pouvoir toucher ces allocations. Pour certains, ils vont plutôt aller sur du portage salarial et d'autres, on les a conseillés plutôt d'aller vers de la création de société parce que le contexte de leur pré-retraite n'était pas le même.
Des fois, c'est une pré-retraite prise en charge par l'entreprise, des fois, c'est une pré-retraite prise en charge par Pôle emploi. Selon le cas, ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas une réponse absolue. Le suivant, après la rupture conventionnelle, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Alors celui-là, le congé pour création d'entreprise. Et je vais extrapoler, vous connaissez tous sûrement le congé sabbatique. Congé sabbatique, c'est quoi? C'est qu'à partir d'une certaine ancienneté dans une entreprise, vous avez le droit de demander un congé sabbatique. Je crois qu'à partir d'une certaine ancienneté, l'employeur ne peut pas vous le refuser. Et il peut aller jusqu'à 1 an. Je connais des gens qui ont fait ça. Ils étaient dans une entreprise qui était en train d'être achetée. La situation était extrêmement floue. Ils y étaient depuis 10 ans. Ils ont demandé le congé sabbatique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Savez-vous que pendant ce congé sabbatique, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de faire une autre activité, vous avez le droit de créer une société. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ça leur a permis de tester. Ça leur a permis de tester la validité de leur modèle. Il y en a un, il est allé il s'est associé à d'autres qui avaient créé une société. Du coup, ils étaient à 3 à faire ça. Au bout d'1 an, la société n'était pas hyper rentable pour 3 personnes. Lui, il avait la sécurité de son congé sabbatique. À la fin du congé sabbatique, il est automatiquement réintégré dans la société où il était avant, en CDI, à la même position, à une position équivalente, en tout cas si son poste exact n'existe plus. Donc ça n'a pas marché, il les a quittés, il les a suivis, il les a accompagnés, mais voilà, il fallait une bouche en moins à nourrir dans cette petite société. J'en connais d'autres par contre qui ont fait le test et aujourd'hui, cette société a créé 2 autres sociétés, a fait des petits et ils produisent maintenant des objets connectés. Le congé pour création d'entreprise, c'est un peu la même chose. C'est un congé uniquement d'1 an qui est accordé et comme le congé sabbatique, vous pouvez rentrer dans votre entreprise si le projet ne fonctionne pas. Concrètement, le congé sabbatique, normalement, c'est pour faire un projet personnel. Vous pouvez l'utiliser aussi pour aller à l'autre bout du monde. Le congé pour création d'entreprise, au moins votre employeur est parfaitement au courant que c'est ça. Mais dans le congé sabbatique, les gens ne le savent pas. Vous pouvez aller créer une société et vous pouvez travailler. Vous pouvez même avoir un CDI dans autre chose. Vous pouvez aller faire une formation boulanger et travailler comme boulanger. Et si au bout d'1 an, bah, ça ne vous plaît pas ou ça ne marche pas, vous revenez ingénieur en système embarqué, par exemple. Voilà. Si vous pouvez poser des questions au fur et à mesure dans la conversation de Teams, si vous avez une question précise, j'essaierai d'y répondre, j'essaierai de savoir si j'ai un cas ou une histoire à vous raconter à ce sujet. N'hésitez pas à me donner votre cas particulier. Le dernier, aussi peut-être qui peut vous surprendre, savez-vous, vous pouviez cumuler le statut de freelance et de salarié. Oui, c'est possible. Alors déjà, vous pouvez rester salarié dans votre entreprise et être freelance. Attention, il y a des conditions. La première, la loi vous autorise à travailler jusqu'à 48 heures par semaine. Si vous êtes dans une entreprise où vous travaillez 35 heures, vous voyez bien qu'il y a une marge. Vous avez le droit de travailler X heures en plus, donc là, 8 et 5, 13. Vous pouvez travailler 13 heures de plus par semaine. Globalement, j'ai calculé que vous pouvez travailler 2 jours et demi de prestations en parallèle de votre CDI, y compris même sur une activité rémunérée, salariée. C'est légal. Par contre, vous n'avez peut-être pas le droit de par votre contrat de travail que vous avez signé avec cette entreprise. Je m'explique. Si vous avez une clause formelle d'exclusivité, tous les contrats de travail n'en ont pas. S'il y a une clause d'exclusivité disant que vous ne devez travailler que pour cette entreprise et pas pour une autre, eh bien, vous n'avez pas le droit d'aller travailler pour autre chose. Aujourd'hui, la question se pose pour tout ce qui est auto-entrepreneur. Parce que tout le monde me dit: «Ah, mais j'ai le droit d'être auto-entrepreneur en parallèle de mon activité, ils ne peuvent pas m'en empêcher». La réponse est si, s'ils ont mis clairement une clause d'exclusivité dans leur contrat. Par contre, la clause d'exclusivité porte forcément sur le métier que vous faites dans cette entreprise. Je m'explique. Si vous faites une auto-entreprise pour aller fabriquer des bijoux à la maison alors que vous êtes ingénieur aéronautique, même s'il y a une clause d'exclusivité, ils ne peuvent pas vous en empêcher. Mais si vous voulez aller faire de la prestation de conseil dans la sûreté de fonctionnement aéronautique, bien évidemment, votre employeur peut vous l'en empêcher, vous pouvez être retoqué, etc. Si ça ne se sait pas, évidemment, ça ne se sait pas, mais ça peut vous tomber dessus, y compris très longtemps après. Vous pouvez avoir certaines entreprises sont assez litigieuses là-dessus. Elles ont des grosses batteries d'avocats, ça leur coûte pas plus que d'habitude et elles vous poursuivent en tout cas. Et vous serez en difficulté face aux avocats qui sont en face. Vous pouvez facturer donc 2 jours et demi, si c'est autorisé, qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité, que vous pouvez facturer par exemple même en portage salarial.
vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé d'aller créer votre société, vous êtes auto-entrepreneur. Le portage salarial, on en refait un webinaire normalement fin janvier sur le sujet. Ça vous permet d'être freelance, de choisir votre client, choisir votre mission. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment votre chiffre d'affaires en un bulletin de paye. Et vous cotisez à Pôle emploi, vous avez donc les allocations, vous cotisez au chômage, vous cotisez à la retraite, vous avez une mutuelle, vous avez des tickets restaurants, vous êtes quasiment comme un salarié. Si vous avez du chiffre d'affaires, vous le touchez sous forme de bulletin de paye, moyennant des frais que vous payez à la société de portage. Si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous ne touchez rien. Bon, là, ils ne vont pas vous payer à rien faire. Mais ça peut être une bonne façon aussi de démarrer. Un dernier exemple, vous allez voir que c'est vraiment, des fois, on ne pense pas à tout. Vous démissionnez de votre CDI. Du coup, vous n'avez pas le droit aux allocations Pôle emploi. Vous trouvez une mission à la fin pendant votre préavis qui démarre assez rapidement. Tout est mieux dans le meilleur des mondes. Moi, je vous conseille de ne pas créer votre société, mais d'aller plutôt faire du portage salarial. Parce qu'au bout de 6 mois de portage salarial, les sociétés de portage salarial font systématiquement des ruptures conventionnelles. Elles ont le droit, ça fait partie de leur statut. Quand vous finissez votre mission, vous êtes en CDI chez eux, à la fin de votre mission, ils vont faire une rupture conventionnelle et vous aurez droit aux allocations. Donc, ça vous permet en fait de changer vis-à-vis de Pôle emploi votre statut pour eux. Vous n'êtes plus démissionnaire, vous avez travaillé, vous avez travaillé. Par contre, il ne faut pas le faire pour 2-3 mois, ça ne marche pas. 4 mois, c'est un peu c'est aujourd'hui, maintenant pas assez, parce que maintenant il faut 6 mois, la loi a changé. Et si vous faites pile les 6 mois, quand même, bon, des fois Pôle emploi est un petit peu compliqué quand même et regarde en détail ce à quoi vous avez droit. Mais si vous faites votre première mission ainsi, vous avez en tout cas la sécurité et vous aurez peut-être le temps de pouvoir trouver la mission suivante ou de réfléchir à votre statut et à votre positionnement, ou vous pourrez être un petit peu plus difficile aussi sur la mission suivante. Et là, pour la mission suivante, vous pourrez créer votre société puisque vous serez inscrit à Pôle emploi. Voilà. On revient sur ce à quoi il faut faire attention. Je vous l'ai dit, la clause d'exclusivité. Une autre clause hyper importante, donc je vous invite tous, parce que là on a dit, vous êtes en CDI, vous quittez pour être freelance, regardez votre contrat de travail, c'est l'occasion là d'aller le relire, et dans toutes les lignes, dans les détails. Si dans votre contrat de travail, il y a une clause de non-concurrence, elle peut s'appliquer à vous si vous vous mettez freelance. Prenons un exemple, vous êtes auditeur en qualité, ISO 9001, vous vous installez freelance en tant qu'auditeur qualité ISO 9001. C'est une concurrence directe que vous faites à l'entreprise avec laquelle vous êtes. Alors la concurrence, elle peut être par exemple limitée, la clause, au département où vous êtes ou à la région, des fois à toute la France. Par exemple, vous dites c'est limité à la région, mais moi je bosse pour des gars qui sont dans une autre région. Ok, mais si vous avez créé votre société sur la région où vous êtes, non, ça compte pas. C'est là où est la société. Alors, je connais quelqu'un qui, comme ça, a détourné cette clause. Elle était à Toulouse et elle avait une clause de non-concurrence qui l'empêchait de travailler sur la Haute-Garonne. Elle a installé son activité à Cahors. Elle a eu un procès et elle a eu une demande, enfin une demande d'enquête de la part des avocats de la société, parce que eux, du coup, à partir du moment où il y a une clause de non-concurrence, l'entreprise est obligée de la payer. Donc, elle était payée un tiers de son salaire pour pouvoir respecter cette clause de non-concurrence, mais qu'elle ne respectait pas complètement, puisqu'elle faisait une activité concurrente. Donc, ils lui ont demandé de justifier qu'elle avait un logement sur Cahors, que sa société était là-bas, le nombre de jours où elle y était, etc. Ils ont fait une enquête extrêmement poussée et cette enquête, elle n'a pas pu fournir les éléments parce que dans les faits, elle allait à Cahors une fois par mois, des fois deux, et elle a été poursuivie. Voilà. Je ne sais pas encore comment ça en était sorti, mais elle a été poursuivie et elle devra certainement rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a touchées et sûrement payer des indemnités, enfin payer quelque chose en plus, puisqu'elle a floué l'entreprise d'où elle venait. Donc, clause de non-concurrence, clause d'exclusivité dans votre contrat de travail, c'est les deux qui vont vous bloquer. Par contre, si vous n'êtes pas bloqué par rapport à ça, prenons un dernier exemple, vous êtes ingénieur aéronautique et vous allez faire du coaching en bien-être et pour des gens qui veulent devenir manager, par exemple. Prenons un exemple. On est loin de ce que vous faites. On est sur une activité réellement différente. Vous en parlez avec votre employeur, vous vous mettez en auto-entreprise et vous le faites en parallèle de votre activité salariée pour pouvoir tester. Ben, ça vous permet de tester votre projet. Ça vous permet déjà aussi d'aller créer un petit peu votre marque, de faire des petites activités un petit peu discrètement et d'aller vraiment voir comment ça se passe, quelle est la tension du marché et vous serez rassuré.
Vous pouvez aussi, si encore une fois votre employeur, est OK et cetera, aller faire des audits. Je prends, bah, pareil, on prend l'exemple de la cybersécurité. Vous êtes ingénieur, vous n'êtes d'ailleurs pas sur de la cybersécurité, vous vous êtes formé et cetera et maintenant vous avez développé ces compétences et vous proposez de faire des audits. Bon évidemment, vous allez être un petit peu junior, vous allez proposer certainement des tarifs un peu plus bas, mais vous allez pouvoir commencer à tester votre projet sur des petites sociétés, des petites structures. Ça va vous rassurer. Parce qu'au final, de quoi on est en train de parler aujourd'hui, c'est quitter un CDI pour s'installer freelance, c'est prendre un risque. Et quand on prend un risque, on a besoin de faire deux choses. La première, c'est de préparer, de gérer ce risque. Comme je vous parlais tout à l'heure, de préparer le budget avec le filet de sécurité. La deuxième, on prépare le risque et la deuxième, c'est on le eh ben, ça y est, je l'ai perdu. Ce que je voulais dire. Vous avez besoin d'être rassuré. Donc vous allez gérer le risque et vous allez surtout chercher partout de la réassurance. Comment quitter un CDI pour s'installer freelance? Ma première réponse, c'est pas forcément sur l'aspect technique. Vous l'avez vu, l'aspect technique, il est parfois complexe, il va dépendre, de l'aventure que vous allez vivre, de votre métier, de votre situation personnelle, familiale, du type de structure que vous voulez créer et du statut que vous allez choisir. Ça, c'est une chose. Mais surtout, comment quitter un CDI pour s'installer freelance? C'est tout ce qu'il y a avant. C'est toute la préparation qu'il y a en amont. Je vous invite à aller, bah, comme vous le faites aujourd'hui par ce webinaire, à aller chercher l'information là où elle est. On va faire un webinaire sur justement les freelances qui se sont installés pour aller leur demander comment ils ont sauté le pas, quel a été le cheminement dans leur tête. Des fois, on veut quitter son CDI pour s'installer freelance parce qu'on est frustré. On est frustré qu'on ne choisit pas les missions sur lesquelles on nous met, qu'on ne choisit pas sa carrière, que vous êtes dans une société, et finalement, ils ont décidé, vous êtes un pro en React, vous êtes un expert, et ils ont décidé, pouf, on change tout, on prend du PHP Symfony, super, c'est pas mon truc, il va falloir que je me forme, je n'ai pas envie, je veux rester dans mon expertise. Donc tout ça, ce sont des raisons de quitter son CDI pour s'installer freelance, qui vont vous pousser. Et c'est toute cette réflexion en amont. Vous allez peut-être quitter votre CDI parce que vous n'êtes pas satisfait, parce que vous voulez avoir la liberté, parce que vous voulez diriger votre vie. Vous pouvez aussi parce que vous voulez gagner plus d'argent. Parce que vous vous dites, bah là aujourd'hui je suis en société de services, ils prennent de l'argent sur mon dos, je veux pouvoir gagner plus. Très bien. Vous voyez quand même tout ce que la société de service fait pour vous, que vous allez devoir faire. La société de service, elle vous trouve les missions. Donc ça, quand vous êtes freelance, vous allez devoir le faire. C'était le sujet d'un précédent webinaire que nous allons refaire. On a eu un souci d'enregistrement la semaine dernière. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, la technique. Comment trouver une mission et les suivantes. Vous pouvez aussi, la société de service, donc elle va chercher les missions. La société de service, elle va assurer votre intermission. Quand vous êtes un intercontrat, elle va vous payer. Le fameux filet de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure que vous pouvez préparer. Il y a bien évidemment aussi les allocations Pôle emploi qui seront votre filet de sécurité. Vous avez aussi, vous constituez un réseau qui peut être un filet de sécurité, un réseau de missions potentielles qui peuvent rapidement vous amener des missions. Ça, la société de service le fait pour vous, il va falloir que vous le fassiez vous-même. Encore une fois, le sujet de la semaine prochaine, on va parler de tout ça et on va faire ensuite un webinaire très spécifique autour du réseau. Je pense que je réinviterai Karim Belhamri, qui était très pertinent et qui porte une offre là-dessus, qui est un ancien, qui est freelance, qui était un ancien freelance à la fois en France et en UK, qui est très pertinent sur ce sujet. Ou Karim, si jamais tu regardes ce webinaire. Donc, c'est toute cette réflexion qu'il va falloir faire en amont et vous rendre compte de tout ce que la société de service fait pour vous. La société de service aussi, elle s'occupe de tout l'administratif. Vous ne pensez pas à facturer le client. Si la société de service n'est pas payée par le client, ce n'est pas votre problème. En tant que freelance, ça le sera. Donc, ce qu'il faut faire avant de quitter son CDI pour s'installer freelance, c'est réfléchir, c'est de se renseigner et d'avoir la vision complète. Je vois trop de personnes qui pensent uniquement à ce dont je vous ai parlé d'ailleurs depuis le début, à la technique. Voilà, si je fais la rupture conventionnelle, si machin, je fais ça, et là j'arrive à la fin de ma mission, du coup si je démissionne, laisse-moi partir, mais si je demande la rupture conventionnelle, pour avoir Pôle emploi, pour avoir des aides, et si je m'installe le 3 juillet du 8 août, machin chose, en zone franche, j'aurai une aide. Non, si vous avez un marché, si vous êtes sur un business où il y a de l'attraction, si vous êtes sur un métier intéressant, si vous êtes pertinent techniquement, si vous savez vous présenter aussi, vous n'aurez aucune difficulté pour trouver. Et vous allez plutôt perdre du temps à réfléchir à cette partie technique qu'à vous lancer. Il y a des freelances, il y a des gens potentiellement qui pouvaient s'installer freelance avec qui je discutais. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était d'être rassurés et d'avoir l'histoire d'autres freelances. Moi, je les ai mis en relation avec un freelance qui était un peu dans une situation similaire sur son métier et il a été rassuré. Ce gars-là, il avait tout.
Il avait la techno, il avait l'expertise, il avait les moyens financiers de pouvoir s'installer. Je lui ai dit, mais arrête d'essayer depuis 6 mois d'avoir une rupture conventionnelle, démissionne. Ta mission, tu vas la trouver, tu l'as vue, on te sollicite déjà alors que tu n'as même pas démissionné. Tu as juste besoin d'être rassuré et de te lancer. Et c'était tout ce dont il a besoin. Et cette personne, maintenant, est freelance depuis 4 ans. D'ailleurs, il travaille toujours avec nous de temps en temps. Quand il a, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il n'a pas de mission, il nous appelle en disant bientôt, je n'aurai pas de mission, etc. On en revient au sujet bientôt, le fameux sujet du réseau. Je pense que j'ai un peu tout traité. On a traité du risque, on a traité de la technique pour le faire, on a parlé de l'assurance, rencontrer d'autres freelances, rencontrer des entrepreneurs, aller traîner si vous pouvez. Moi, j'étais allée traîner dans des incubateurs de start-up parce que quand même, souvent, une start-up, ça commence par un bonhomme tout seul, donc on n'est pas très loin de ce freelance. Et c'est des gens quand même qui, à un moment donné, ont dû quitter leur CDI pour créer leur start-up. Donc, vous allez avoir des témoignages. Vous allez aussi avoir une émulation et tout ça, ça va vous pousser. Ça va vous pousser à avancer. Et si vous êtes prêt dans votre tête, si vous avez la situation pour, allez-y. Par contre, ne quittez pas votre CDI parce que vous n'êtes pas bien, parce qu'il y a un burn-out, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il va falloir que vous soyez prêt dans votre tête, que vous soyez bien dans vos baskets pour mettre toute la machinerie, pour pouvoir vous lancer freelance dans des bonnes conditions. Voilà, on ne se lance pas freelance quand on est frustré, agacé, en burn-out, faites-le dans des bonnes conditions. Pensez à vous aussi. Encore une fois, vous allez devenir un ou une homme orchestre. Vous allez gérer votre compta, vous allez gérer votre société, vous allez gérer vos clients, vous allez tout gérer, mais vous allez être libre. Et c'est de ça aussi dont on va parler le vendredi 16 décembre. Vous allez voir quelques freelances. Alors moi, il n'y aura pas de freelance à Bali qui gagne 100 000 euros par mois. Moi, ceux-là, je ne les connais pas. Si vous en connaissez, vous pouvez me les présenter. Mais vous aurez des vrais freelances heureux et qui vous rassureront certainement pour vous lancer dans cette entreprise. Alors, Voilà. j'ai On a des quelques questions? questions. La première, c'est comment les personnes qui partent en freelance trouvent leur premier client en général? Ah, Souvent, les métiers techniques sont moins exposés lors des réussites que les chefs de projet ou managers, donc tabler ouais. sur les clients avec qui on travaille en tant que salarié n'est pas forcément gagné d'avance. Non, tout à fait. Déjà, en plus, bon, piquer la mission sur laquelle vous êtes en tant que salarié pour l'amener freelance. Je connais des gens qui font ça, voilà. On n'a pas beaucoup de morale et pas beaucoup d'éthique, déjà. Ça va se savoir. C'est tout bête, mais si vous faites comme ça des coups pas très jolis, aussi, enfin, l'ESN chez qui vous étiez va en parler. Le monde est petit. Le monde est petit, ça peut bloquer. Et ça peut vous donner une mauvaise image. Alors, comment on trouve sa première mission? C'est la difficulté. C'était le sujet du webinaire de la semaine dernière qu'on n'a pas réussi à enregistrer. Je suis désolée. Donc, ce que je m'engage à faire déjà, c'est de faire un webinaire spécifique là-dessus. Comment trouver sa mission et les suivantes? C'est si vous avez préparé votre projet en CDI, oh, pardon, votre projet pendant que vous étiez en CDI pour vous installer freelance, que vous avez communiqué autour de vous, ça va être plus facile. Il y a toutes les techniques existent et il faut utiliser tous les canaux. Vous allez avoir bien évidemment les plateformes. Par contre, on s'inscrit sur une plateforme, on a un petit pain bleu, on n'a pas les fameuses petites étoiles et les petites notes. Mal, crème de la crème, je ne vais pas vous citer les plateformes, il y en a qui se créent tous les jours, il y en a qui sont spécifiques sur un métier, il y en a qui sont hyper larges. Mais bien sûr, il faudra passer par là. Aujourd'hui, les ESN aussi portent de plus en plus de freelance. Après, vous avez des sociétés comme la nôtre, et comme il en existe d'autres en France, qui sont spécialisées, qui sont un peu des agents de freelance et des agences de freelancing qui vont trouver des missions. C'est-à-dire que nous, on porte la force commerciale. Et en plus, nous, on vous garantit le paiement. Donc vous avez ça. Vous avez aussi des façons de trouver des missions qui sont improbables. Des fois, c'est le cousin de la voisine, du beau-frère. L'autre jour, en discutant ici avec quelqu'un, j'ai discuté avec un professeur d'auto-école. Ah. Vous savez que il a un ami d'enfance qui a une boîte en cybersécurité. Nous, on a un cabinet de recrutement en cybersécurité. S'il ne connaissait pas mon offre, il n'aurait pas pu me mettre en relation avec cette personne. Donc le gros conseil, c'est ça, c'est de parler et de communiquer et surtout de faire tous les canaux en même temps et de toujours accepter un entretien. Je connais des gens qui sont encore en CDI, qui acceptent un entretien pour une mission, mais ils ne sont pas encore disponibles.
mais ils sont clairs quand même dans le discours. Ça va leur donner un prospect potentiel pour l'avenir. Si ça se trouve, le gars, il veut quelqu'un de suite, mais il l'a trouvé tellement bien, tellement pertinent alors qu'il n'est pas encore disponible. Il lui dit, bah écoutez, j'ai peut-être un sujet pour vous dans 3 mois, recontactez-moi. Donc ça va être ça. Mais on va faire un webinaire spécifique. On a une autre question? Alors, j'ai eu juste une précision sur la précédente question. C'était justement pour les clients non récurrents pour l'employeur et qui pourraient nous intéresser en tant que freelance. Ah, aller chercher les clients qui ont non récurrents. Alors, bah, de toute façon, votre réseau, si vous emmenez pas votre mission ailleurs, mais les gens que vous avez croisés professionnellement, bah oui, ça peut être de futurs clients, bien sûr. De toute façon, il va falloir que vous prospectiez. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans une ESN et que vous êtes qui vous met dans une banque, vous êtes dans une banque, j'en sais rien, le Crédit Agricole, poum, vous avez le droit ensuite, quand vous êtes freelance, d'aller prospecter la Banque Populaire, etc. Parce qu'effectivement, vous connaissez les clients qui peuvent être intéressés globalement par votre profil, puisque c'est votre secteur. Donc là, oui, bien sûr. Par contre, il faudra que vous fassiez la prospection vous-même, etc. Et ce n'est pas parce que cette société travaille avec votre ESN qu'elle va travailler avec vous. Parce que moi, je connais énormément de sociétés qui ne sous-traitent qu'à des grosses ESN qui vont les rassurer et qui refusent de travailler directement avec des freelances. Donc, il va falloir trouver une ESN pour vous porter, peut-être, ou une société qui est référencée. Par exemple, vous allez discuter avec un responsable d'une banque que vous avez croisé à une conférence. Ouais, il est super intéressé, il vous veut pour la mission. Ah, mais par contre, on a que 3 sociétés référencées. Si dans ces 3 sociétés, bah, il y a 3 ESN, si ça se trouve, il y aura peut-être l'ESN pour laquelle vous avez travaillé. Donc faites attention à jamais vous griller. Et c'est aussi peut-être le dernier conseil que je vais donner, parce qu'on va bientôt arriver à la fin, c'est quand vous quittez votre CDI pour vous installer freelance, faites-le proprement. Faites-le proprement parce que ça va vous suivre et ça peut vous poursuivre. Soyez respectueux, soyez éthique. Vous grillez pas avec les gens qui y sont. Parce que ces gens, ce seront peut-être vos futurs clients, parce qu'on va parler de vous. Si vous partez avec perte et fracas ou si vous leur faites un coup en loose day, ça va finir par se savoir. Donc là, dans mon exemple, il y a 3 ESN. Ben, ce gars-là, en fait, il était déjà grillé dans une. Et, et le client lui dit, ah, mais moi, je préfère, j'aime bien travailler avec cette ESN-là et tout. Il lui dit, ah, je peux pas, enfin, non, je peux pas trop, je préfère être voir avec les 2 autres. Et là, il se retrouve un peu coincé parce que les 2 autres ESN prennent une marge beaucoup plus importante. Il va devoir baisser son TJM. Et puis bah, le ESN précédente où il était va aussi diffuser des choses pas très sympathiques sur lui. Voilà, ne vous criez pas. Le monde est petit, le monde professionnel est petit. Moi, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise. J'ai été licenciée dans ma vie. On a rompu ma période d'essai aussi une fois. J'ai rompu des périodes d'essai. J'ai démissionné de société. Mais je l'ai toujours fait avec politesse et respect pour les autres. Et ben, ces sociétés-là, aujourd'hui, ben, ce sont nos clients. Ce sont les clients, quand je me suis lancée, ces sociétés-là ont été les premières à m'accompagner. Donc, voyez ça plutôt comme ça. Quand vous êtes, j'ai connu des gens qui s'installaient freelance, c'était vraiment très clair dans leur tête. Je travaillais dans une ESN, ce gars-là, il était dans mes équipes, dans du forfait. Et quand il s'est installé freelance, j'ai continué de le faire travailler. Il est parti très proprement, je connaissais son projet, c'était clair. Je comprenais son envie et son ambition. J'ai continué de le faire travailler. Bah, son premier client, ça a été moi, il n'a pas eu besoin de le chercher. Voilà, donc restez, suivez vraiment mon conseil de bienveillance, de respect, de politesse et vous verrez que vos premiers clients, vous les avez peut-être déjà. Mmh. J'ai une dernière question, c'est si Oui, l'employeur n'a pas été prévenu que l'on fait du freelancing à côté, est-ce que ça peut être une raison valable de licenciement? oui, tout à fait. Ça peut être une raison valable. En tout cas, s'il y a une clause de non-concurrence et d'exclusivité, là, boum, il vous la fait jouer et là, c'est mais imparable. Vous ne pouvez plus rien faire, point. Euh, Si, par exemple, vous en avez parlé ou parlé à votre chef, gardez la preuve. Parce que dans ce cas-là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savaient pas. Ça, c'est la faute de votre chef qui ne l'a pas remonté. Et oui, ils peuvent le faire. Après, il faut savoir une chose en France, c'est que quand on vous licencie, on va vous convoquer, on va vous donner une raison. J'en sais rien, qui est, tu as mal parlé à un tel et tu n'as pas livré tel document à temps, c'est la raison pour laquelle on te licencie. Ces 2 choses-là sont fausses, vous le savez. Non, j'ai pas mal parlé à un tel, si je regarde vraiment les mots que j'ai dit, lui, il a mal interprété, c'est une chose. Et non, j'ai pas livré en retard, j'avais un accord du client de livrer en retard. De toute façon, non, quand ils ont déclenché une procédure de licenciement, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne changera pas le fait qu'ils vous licencient. Par contre, ça changera le fait que vous irez au prud'homme et que vous pourrez faire valoir le fait que vous avez été licencié de manière indue. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est une raison de vous licencier? Oui, votre employeur est libre de l'utiliser pour vous licencier. Est-ce que c'est légitime et qu'elle en a le droit? Ça, c'est au prud'homme de juger en fonction de tout le contexte. Voilà. Mais oui, il peut vous licencier pour cette raison.
Après, de toute façon, si vous n'êtes pas en bon terme avec eux, des fois, j'ai envie de dire, ils vont trouver la moindre raison qu'ils peuvent pour vous licencier. Voilà. Du coup, les prochains webinaires, j'en ai fait la pub tout le long. La semaine prochaine, c'est moi. Comment construire et communiquer son offre de service freelance, parce qu'on a Johanna qui est en congé. Parce que d'habitude, on alterne avec Johanna. Et le 16 décembre, donc échange en live, il y aura au moins 5 freelances qui seront là. On vous a mis une petite liste, mais en réalité, je suis en train d'en inviter d'autres. Et vous pourrez discuter avec eux. Et ensuite, en janvier, on va en faire un sur le portage salarial. J'avais prévu un autre truc en janvier, je ne sais plus. Tu te souviens, Rémi? Alors, je l'ai dans mes notes. Tu l'as dans tes notes. On vous dira, on vous enverra un mail de toute façon avec le lien de tous les webinaires qu'on prévoit de mi-janvier à fin février. On vous laisse tranquille un petit peu au début pendant les fêtes. On va le refaire sur comment trouver sa mission les suivantes. On va en faire un sur le réseau, etc., etc. Voilà. Et vous avez ici mon QR code. Alors, je vous ai dit, nous, on est dans les systèmes embarqués à la cybersécurité. On n'adresse pas tous les métiers. On est spécialisé sur du bac+5. On fait aussi un petit peu d'IT, parce que l'informatique et la cybersécurité, c'est de l'IT, mais pas que. Et on fait aussi de la safety. On fait vraiment des métiers niches, de l'export control. Voilà, c'est les métiers sur lesquels on est et sont nos clients. On est dans l'industrie, des technologies. Et réseau.tech, vous avez notre site web. Après, bon, personnellement, j'ai beaucoup de réseaux aussi. Vous pouvez aussi nous faire un petit coucou. Je peux vous dire un peu à quelle société aller taper à la porte. Des sociétés d'ailleurs où j'ai travaillé, qui travaillent très bien, qui sont spécialisées dans l'IT. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et un bon week-end. Merci Bonne journée. beaucoup. Rémi va vous envoyer un petit mail avec vous pouvez me noter. Il m'a fait ça, Rémi. Vous pouvez me donner une note pour me dire si vous avez apprécié. Et dès que le webinaire est publié sur YouTube, il vous enverra un mail également. Je vous dis à bientôt. Bientôt, au revoir. Au revoir.